Bonjour à tous, bienvenue cette semaine dans ce nouvel épisode d'Esprit Rugby. On est toujours entre trois copains pour analyser l'actualité et réagir un petit peu sur le microcosme du rugby. Aujourd'hui, toujours Max à ma droite et Cavo à ma gauche. Les gars, comment vous allez ? Bah ça va super, hein, encore une fois. Très content de vous retrouver, de faire cette vidéo avec vous. Ouais, en pleine forme. En pleine forme. Aujourd'hui, on va réagir à l'actualité parce que le top 14 s'accélère, ça se précise. Et demain, c'est l'heure des barrages. Les équipes, elles ont bossé toute la saison. On arrive dans les moments coup près, dans les phases finales. Il y a des gros prétendants au titre du top 14 qui sont récemment sortis, notamment avec Bordeaux qui finit 8ème. Mais aujourd'hui, on va pas parler d'eux et on va parler des principaux intéressés, du Stade Français, de La Rochelle, de la section Paloise et du Racing, pour déceler un petit peu les clés stratégiques de ces matchs et de voir quelles vont être un petit peu les bascules éventuelles qu'on va pouvoir retrouver dans ces rencontres. Vous êtes prêts à tout ça, les gars ? Après, il va falloir se mouiller, il va falloir faire des pronos. Hein, pas simple en plus. Pas simple. Disons que pour toi, c'est jamais un exercice simple, Max, même quand les matchs sont évidents. Donc là, à mon avis... Sauf quand tu seras encore champion de France. Voilà, oui, de toute manière... Cette année, mais... Ouais, il choisit toujours la facilité. On démarre avec le premier barrage. Stade Français contre La Rochelle, donc le 3ème contre le 6ème de top 14. Ouais. La Rochelle qui se fait une belle remontée fin de saison avec cette grosse série de victoires pour clôturer son année et du coup arrive 6ème. Et aujourd'hui arrive comme l'équipe en forme, mais on va déjà parler du Stade Français et je te lance à toi mon Cavo. Est-ce que on arrive à décrire un peu la saison, les forces et les faiblesses de cette équipe quoi ? Ouais, au final le Stade Français qui termine 3ème après une saison assez complète, assez stable, ils sont toujours restés performants, constants dans leur performance, ouais. Donc ça fait partie de leur force, hein. C'est vraiment une équipe qui est assez sûre, assez constante. Au contraire un petit peu de La Rochelle qui a des hauts et des bas. Ça s'oppose. Les points forts de cette équipe, c'est de 1 cette constance au final, et de 2 cette constance elle vient des basiques, des basiques, c'est ça, de leur force. Ils sont très bons en mêlée, touche. Vraiment ils maîtrisent la conquête, tout ce qui est conquête. Et en fait quand on a la conquête au rugby, déjà c'est plus simple, on peut s'appuyer sur un jeu beaucoup plus stable. Donc ça fait partie de leur grosse force. Point faible peut-être, en fait ils en ont pas vraiment dans le jeu, hein, c'est une équipe, c'est dur à déceler un petit peu ces failles. On va dire peut-être leur staff qui a pas encore trop d'expérience dans tout ce qui est phase finale, qui découvre, au contraire de La Rochelle avec un O'Gara par exemple. Ce match, ça va être une vraie opposition de style parce que quand on parle de conquête du Stade Français, faut savoir que c'est le premier contre en touche du top 14. Il contre 24% des ballons adverses, qui est quand même relativement énorme. C'est une force, on n'en a pas trop parlé dans l'année, de cette capacité qu'ils ont à enrayer un petit peu les attaques adverses. Et pourtant, dans les basiques, là où ils sont très forts déjà sur leur ballon, ils sont très très forts aussi à contrer les ballons adverses. On parle de la touche, mais c'est aussi la deuxième mêlée en termes de contre du top 14. Enfin, ils récupèrent 23% des possessions, des introductions adverses. Donc ça, là, ça rejoint ce que tu dis, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, ils n'ont pas pris de grosses dérouillées au long de la saison parce que, justement, ils ont ce contrôle sur les mêlées adverses, sur les touches adverses. Et en fait, ils posent des problèmes aux équipes qui ne peuvent pas vraiment mettre en place leur jeu, quoi. On en avait parlé dans la preview. Dans la preview, on avait dit que c'était une équipe qui avait fait le jeu de ne pas faire tourner à l'extérieur. Du coup, là où parfois il y a des équipes dans la saison qui ont perdu un peu des repères parce que ils sont allés plus sur du gain régénérer des corps, de la récup, tout ça. Eux, ils étaient vraiment sur leur année sur trouver des repères communs. Et du coup, en fait, c'est une équipe qu'on a beaucoup. Et c'est pour ça que, hormis le fait de souligner peut-être un staff légèrement inexpérimenté, qui va un petit peu découvrir ce que c'est que les phases finales avec ce groupe, ils n'ont pas tellement de points faibles dans le jeu, quoi. Non, mais et puis du coup on a un collectif qui se connaît par cœur, vu que l'équipe a peu tourné tout au long de l'année, donc collectivement, c'est en place, c'est solide. Ouais, ils n'ont pas fini 3ème pour rien, de toute façon. Puis ils étaient prétendants à la 2ème place jusqu'à la fin de l'année, mais elle a toujours été dans le wagon de tête. C'est même paradoxal que cette équipe, elle a jamais trop basculé dans les places de 1-2. Mais c'est parce qu'ils ont lâché 2-3 matchs. Enfin, ils ont lâché. Ils ont eu un petit peu un manque de réussite sur 2-3 matchs à l'extérieur qui aurait pu les faire basculer dans le wagon vraiment des demi-finalistes directs. Mais là, ça arrive sur ces phases finales comme peut-être des 4, l'équipe qui se connaît le mieux.
qui se connaît le mieux. Et en tout cas, qui a été la plus constante. Là, ils finissent pas sur une période de méforme. Au contraire, tu vois, de La Rochelle, qui, eux, a connu une période de méforme début d'année. Et là, qui finit en trombe. Et cette équipe de La Rochelle, on en parle. Est-ce que enfin, c'est quoi un petit peu les armes pour renverser cette équipe du Stade Français alors forcément déjà je pense, enfin chaque équipe je pense est capable de renverser le match et de gagner je pense au niveau des barrages, surtout que c'est vrai que là cette année il y a quand même les deux équipes qui se déplacent qui finissent très très fort. Ouais. Et comme on l'a dit avec le Stade Français, les deux équipes qui réceptionnent qui ont été constantes mais qui finissent peut-être pas dans la meilleure forme de leur saison. Exactement. Donc on verra après, on donnera nos pronostics, mais La Rochelle en tout cas, ce qui fait leur force notamment sur cette fin de saison, c'est vrai qu'ils s'appuient énormément sur cet aspect de possession et d'occupation. C'est l'équipe qui joue le plus chez l'adversaire, avec 56%. Donc voilà, notamment je pense au jeu au pied de Le Garec, peut-être le repositionnement de West aussi en 15. Il fait du bien en fin de saison, il fait du bien. Donc c'est cet aspect-là, voilà, jouer chez l'adversaire c'est toujours plus facile, d'avoir le ballon en plus chez l'adversaire. Ils arrivent à avoir des possessions hautes, enfin, c'est des joueurs qui sortent bien du camp, mais qui après quand ils ont des lancements un petit peu dans cette zone 40-40, ils génèrent de l'avancée, ils acceptent de garder le ballon. Puis voilà, on a parlé du pied, mais j'ai en tête quelques sorties de camp à la main, très intéressantes aussi, sans trop de prise de risque. Donc ils sont capables un peu de différencier aussi leur style de sortie de camp, et je pense que c'est intéressant. Et puis après, une fois qu'ils ont le ballon dans le camp adverse, c'est une équipe qui s'appuie énormément sur les offloads, notamment au centre du terrain avec la Guivala. Qui fait une grosse fin de saison aussi, ça fait partie des joueurs en forme. Même le Garec qui joue après contact. Qui a un peu une plaque tournante, quoi. Et puis Aldrit qui revient bien aussi dans les collisions, quoi. Donc voilà, une équipe plutôt basée sur l'offensive, je dirais quand même maintenant. Et puis comme on en parlait avant l'émission, mais c'est une équipe qui a vraiment changé de style de jeu, quoi. Ça c'est saisissant quand même. Alors est-ce qu'ils ont basé leur recrutement pour changer de style de jeu, ou est-ce que leur recrutement fait qu'ils ont été obligés de changer de style de jeu? Moi je pense pas, je pense que ils ont changé de style de jeu sous la contrainte un peu d'une méforme de leur pack, de leur cadre. Je suis d'accord. Parce qu'ils avaient vraiment un pack destructeur, hein. Vraiment La Rochelle il y a quelques années ça faisait vraiment peur physique. avec Antonio, Skelton, même Bougarit, Wardy quand ils étaient très en forme. Bocha qui était un peu plus jeune. C'était vraiment devant, c'était un rouleau compresseur. Et maintenant que ça devient presque un point faible, hein, j'ai envie de dire, leur pack. Complètement. Et ils ont dû faire une refonte. C'est ça. Et c'est là que je trouve Aldrit hyper important maintenant. Dans le fait que c'est un gros porteur, enfin il y a moins de gros porteurs. C'est un porteur polyvalent un peu, tu vois. Ouais, mais son rôle est d'autant plus important parce qu'il y a moins de gros porteurs comme avant. J'ai envie de dire. Mais c'est une équipe qui a compris, tu vois, début d'année, je pense qu'ils partaient pas dans cette saison pour évoluer sur une équipe vraiment. Aujourd'hui, c'est devenu une équipe de jeu. C'est devenu une équipe qui prend des risques offensivement. Là où avant, c'était pas leur ADN. Leur ADN, c'était jouer un peu dans le premier tiers du terrain, un petit peu proche de la source d'un départ de touche ou d'un départ de mêlée, et construire. Des ballons portés, s'appuyer là-dessus et tout. Début d'année, à mon avis, ils se sont un petit peu trompés de chemin parce qu'ils ont continué à le faire. Et puis ils avaient plus les joueurs qui leur mettaient autant d'avance. C'est ça. Ils pensaient peut-être pas les perdre. Là, Skelton fait une saison blanche. Ils pensaient peut-être pas que ça allait arriver. Antonio, il y a eu le problème. Son problème moins en forme. Bougarit qui revient pas de blessure. Donc ils ont dû faire une refonte et ils ont changé un peu d'identité et ça a suivi un petit peu la bonne forme de la charnière Le Garec-Astoy, où ils se sont dit, bon, ok, notre force, elle est plus là. On décale un petit peu nos axes de jeu. Il y a eu des compos d'équipes qui ont été plus marqués. Ils ont fait venir notamment en cours de saison Andy Timo, qui leur a apporté un petit peu du déplacement, puis un petit peu, on va dire, de grinta, enfin plein de petits trucs comme ça. Et tu vois, tu parles d'ouvrir le jeu, etc., mais je trouve un point hyper important, moi, c'est sur cet aspect des cellules. Vraiment, on voit Le Garec, là, il va chercher les cellules à des fois 15 mètres. Les troisièmes, même s'ils sont pas censés avoir le ballon en premier, et forcément que ça ouvre le jeu. Forcément que derrière, les mecs en défense, ils ont plus besoin de circuler. Ça ouvre des espaces, quoi. C'est logique. Et ça, je trouve que c'est un point qu'ils font très bien. Sur notamment 2 temps avec les gros très larges, et derrière il y a des espaces de partout. Ils surfent sur la grosse forme de Le Garec, mais ils vont vraiment beaucoup chercher à construire le jeu au centre du terrain.
Et il se repose sur cette grosse capacité de création qu'a le Garec pour après déclencher une attaque à droite ou à gauche et puis profiter des décalages sur les avant-derniers relais sur des joueurs en forme comme Lagivala, comme Nignashvili qu'ils ont beaucoup utilisé en trait sur leur période où ils étaient mieux. Ils allaient un petit peu chercher dans des secondes zones, tu vois, on va dire à la semi-création et pas que dans un rôle de finisseur. Aujourd'hui, le retour en forme de Lagivala fait que Nignashvili bascule naturellement à l'aile. Donc là, vraiment, ils ont les voyants ouverts. Par contre, dans ce match, dans cette opposition de style, parce qu'au final, en début de saison, on aurait pris ce match, c'était pas forcément une opposition de style. Ça arrive du coup comme une opposition de style. Mais du coup, sur ce qui était un petit peu leur force avant à La Rochelle, aujourd'hui, c'est peut-être devenu un peu une carence. C'est une équipe dans le top 14, elle perd comment dire, elle perd une mêlée sur 4. Soit mêlée contrée, soit par pénalité. Et cette équipe du Stade Français. On l'a dit juste avant. C'était le deuxième contre en mêlée du top 14. Ça promet un gros défi. C'est potentiellement une des clés du match. Parce que si, comme ils sont vraiment sur le fait d'occuper le terrain et d'avoir des possessions hautes, si tu te fais pénaliser sur une de tes deux conquêtes, c'est beaucoup plus dur d'investir le terrain, d'investir le camp parce que tu es renvoyé chez toi. Et surtout sur des matchs de phase finale qui sont tendus, qui se jouent à pas grand chose, au final, la conquête c'est le point essentiel pour réussir à gagner un match de phase finale. Sans conquête, sans mêlée, comme disaient nos ennemis anglais, no scrum, no win. Putain, toi t'es vraiment à recycler les vieilles expressions. Mais c'est la réalité quand même. Non, mais c'est vrai. Mais d'ailleurs, c'est étonnant et ça fait. La Rochelle, c'est une équipe. Je pense que tous ceux qui suivent le rugby, ils sont un peu. Pas fans de La Rochelle, mais c'est une équipe que t'aimes bien apprécier parce qu'ils ont des joueurs de talent, ils ont une identité qui est forte, ils ont un bon public et tout. De voir La Rochelle qui peine un petit peu sur ces phases de conquête, ça fait bizarre. Parce que c'était vraiment pas quelque chose qui était une carence chez eux, notamment quand ils vont glaner ces titres de champion d'Europe. Mais là, c'est vraiment la clé du match. Disons que s'ils n'arrivent pas à. Ils vont pas le régler en une semaine, mais s'ils n'arrivent pas à faire un petit peu tampon sur ce problème, sur ce match de barrage, c'est peut-être là où en gros ils vont avoir des difficultés à aller prendre ce match, quoi. C'est sûr. Dans ce match, il y a des énormes duels en perspective. Il y a des joueurs à suivre des deux côtés. Au Stade Français, c'est sur qui on porte un œil. Quels sont les joueurs qui vont amener le Stade Français un petit peu à la victoire? Et comme on l'a dit, en mêlée, ça va être au final Melikidze. Sûrement lui qui va démarrer à droite. C'est sûrement lui qui a annoncé partant. Donc voilà, est-ce que Wardy va réussir à tenir sa mêlée face à Melikidze? Donc ça va être point important. Après on a Carbonel qui au final a l'image de cette équipe qui est relativement toujours constant. Ça fait plaisir de le voir dans cette deuxième saison reperformer. C'est pareil, c'est un joueur. C'est un joueur qui avait cassé la baraque un peu à Toulon, il a été un peu titulaire en top 14 et qui avait eu des hauts, des bas. Et là, on sent qu'il a la pleine confiance du staff et que du coup. Il a les clés du camion. Il a les clés du camion. Il a rarement tourné, je crois, forçant un petit peu. Très peu. C'est sûr qu'il a plus de 20 matchs en top 14 cette année, il faudrait se pencher dessus. Mais c'est vraiment le joueur qui a aussi bonifié tout ce que les avants faisaient de bien. C'est-à-dire, quand tu valides des bonnes conquêtes, après, faut que tes lancements ils soient en rythme, faut qu'ils soient timés, faut qu'il y ait un bon chef d'orchestre derrière. Et Carbarlo qui complète généralement Carbonel à la charnière, à voir si c'est réellement lui qui démarre. Il y avait peut-être une petite incertitude, mais normalement ça devrait être lui. Mais Carbarlo, il est plus dans un rôle un petit peu d'assistant de Carbonel dans la déposition du jeu que vraiment être dépositaire à lui. Donc Carbonel, c'est sûr que c'est un joueur à suivre. Puis après, il y a forcément les facteurs X de ce match. Dakuaka, typiquement, qui est capable de tout. Du pire comme du meilleur, même si le pire arrive beaucoup moins souvent cette année. Par rapport à avant, il est quand même beaucoup plus régulier qu'avant. Il fait plus vraiment de grosses erreurs. Vrai facteur X, exactement. Mais il y a un gros duel en perspective. À voir s'ils se défendent sur la même aile. Faudra voir au niveau des répartes si c'est bien le 14 face au 11. Faut voir un petit peu ce qu'ils privilégient en termes de stratégie défensive. Mais si on a une opposition d'Akuwaka Nignashvili, ça peut donner des grosses étincelles. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment deux joueurs qui ont vraiment le même style de jeu, qui s'appuie sur des qualités physiques, Ils sont différents dans le duel, vraiment différents. Dans leur style de duel, mais ils s'appuient justement sur ces duels-là,
Donc c'est sûr que ça peut être explosif. Ouais. Niniashvili, c'est un des joueurs à suivre du coup, de La Rochelle. Ouais. C'est un des joueurs au top 14 qui casse le plus de plaquages. Et lui, dans le système de La Rochelle, il est vraiment important parce que c'est un ailier qui touche beaucoup de ballons aussi dans l'axe du terrain. Il va les chercher. Hein. C'est pas il est vraiment utilisé comme un créateur, pas forcément comme un finisseur. C'est pas lui le meilleur marqueur de La Rochelle cette année, c'est Le Garec, on en parlera un peu plus tard. Mais à l'image de La Rochelle, qui avait un début de saison un peu compliqué, mine de rien aussi, et là qui est en train de revenir à son meilleur niveau. Hein. Alors, après le transfert et tout, on sait que c'est toujours compliqué des fois de changer de club, etc. Mais non, mais là ils avaient vraiment, c'est pas tellement Niniashvili. Lui, il a toujours tenu son statut de grosse recrue de la saison. Il a eu un départ plus difficile, mais c'était, comment dire, ça allait de pair avec le départ difficile de La Rochelle. Il se cherchait, il tâtonnait, il savait pas trop. Et je pense que lui, au début d'année, il se retrouvait pas dans un projet qui était pas construit autour du jeu. Tu vois, là maintenant, ils ont compris que leur point fort, c'était peut-être de toucher un peu plus ces mecs-là. Des ballons, il en touche beaucoup. Il dézone beaucoup, il va beaucoup dans l'axe du terrain. Là, tu vois, il retrouve sa pleine mesure. Quoi. Il retrouve sa pleine mesure. Un autre joueur à suivre de cette équipe. On l'a déjà un peu dit, mais Le Garec, qui est le joueur qui crée tout tourne autour de lui, j'ai envie de dire. Buteur, donc pareil, dans des phases finales, on sait que ça peut être serré. Donc à voir comment il gère ce match, sachant qu'il a quand même l'expérience, etc. Mais qui est un joueur clé en fonction de ce qu'il propose sur le terrain. Quoi. Moi, tu vois, ce serait pas étonnant que dans le scouting du match, dans l'analyse du Stade Français de cette équipe de La Rochelle, ils n'aient pas prévu une défense particulière ou sortir un petit peu psychologiquement Le Garec de son match, parce qu'il y a vraiment une équipe de La Rochelle avec et sans Le Garec. Je ne sais pas si cette année en top 14, il y a une équipe qui est plus dépendante d'un joueur que ce que n'est La Rochelle avec Le Garec. Hein. Parce que quand il n'est pas là, cette équipe ne peut pas jouer au rugby. Elle ne peut pas jouer au rugby. Des sorties de ruck hyper rapides, il colle au ballon, franchement, une qualité de passe. Puis derrière lui, ils ont absolument pas le joueur relais. Disons que lui, s'il passe à côté de son match, La Rochelle ne peut même pas espérer aller chercher un résultat à La Rochelle. Je pense qu'il y aura Bergeon qui couvrira. Mais du coup, sans manquer de respect à Thomas Bergeon. Mais sans manquer de respect à Thomas Bergeon, si Le Garec fait un mauvais match, La Rochelle peuvent dire adieu à leur chance de victoire. Et puis, mais bon, en ce moment, c'est difficile de l'imaginer faire un mauvais match par rapport à ce qu'il produit. Tellement il surfe sur l'eau. C'est franchement, sur les 5-6 derniers matchs, si tu me dis c'est le meilleur joueur de top 14, ça me choque pas. Ça me choque pas. C'est sûr. Et dernier joueur, du coup, j'en ai un peu parlé aussi, je pense plus dans la dualité, pour générer un peu d'avancée, Aldrit, qui, pareil, à l'image de La Rochelle, finit un peu mieux, et qui, pour justement générer cette avancée, sera important, je pense, un peu au centre du terrain. Donc voilà, mais il revient bien, je pense qu'il n'y aura pas de problème là-dessus, et c'est quand même un joueur qui, quand il est en forme, passe rarement à travers non plus, dans un style de jeu où il peut moins passer à travers, j'ai envie de dire, Puis en plus, c'est le genre de joueur qui a l'habitude des grands rendez-vous aussi, donc l'expérience va apporter à toute l'équipe, c'est clair. Tu vois, dans ces périodes de méforme, Aldrit, des méformes récentes, quand il y a eu des matchs importants à jouer, il est quand même rarement passé à côté. C'est un joueur fiable parce que c'est un joueur qui base son jeu sur le fait de répéter des tâches, de faire, d'avoir un volume d'activité qui est énorme, beaucoup de soutien off, beaucoup de dev, beaucoup de plaquage, beaucoup de courses. Ça, c'est un truc, s'il est habité par une intensité et une envie de bien faire au-dessus d'un match de saison régulière, c'est un mec généralement qui passe rarement à côté des rendez-vous. Et puis lui, il est à un carrefour de sa carrière. Hein. Il y a une Coupe du Monde qui arrive dans un an. Il a connu un dernier rassemblement que du coup il n'a pas connu. C'est le moment de rebasculer dans une forme positive pour prétendre à une fin de carrière différente. Quoi. On se mouille ? Nos pronos. Qu'est-ce que tu vois, toi, Cavoret, pour ce match ? Moi, même si j'aimerais bien que La Rochelle aille gagner au Stade Français. Il a le droit de donner son avis. Hein. Je pense que le Stade Français va quand même assurer à domicile et remporter ce match. Ça sera serré, mais... Il a réussi à changer au dernier moment, quand même. Oui, tu vois, lui, c'est l'indécis de nature. Mais moi, je le rejoins sur ton prono, c'est hyper dur de pronostiquer un score.
sur les phases finales. Mais moi, je vois bien le Stade Français le prendre aussi, mais tout simplement parce que je vois pas trop comment La Rochelle va pouvoir résoudre ce problème de mêlée fermée, et je pense que ça va être un gros point de bascule de ce match, et ça va un petit peu les pénaliser pour jouer dans le camp du Stade Français. Et s'ils n'arrivent pas à jouer dans le camp du Stade Français, défensivement, La Rochelle, c'est pas forcément leur grosse force cette année. S'ils ont à défendre beaucoup de possessions chez eux, ça va être compliqué. Et moi, du coup, je vous rejoins pas, les gars. Moi, je vois La Rochelle donc passer sur ce match-là. Vous avez compris qu'il fallait parier votre maison sur Stade Français, du coup, sur parce que Max a parié contre. Vous allez voir. Mais non, moi, je pense que La Rochelle en forme est supérieure à un pari constant sur l'année qui monte pas en puissance, justement, pour ces phases finales. Alors oui, il y aura peut-être un problème de mêlée, mais je les trouve tellement dominants dans le jeu actuellement que moi je les vois passer. On a fait toute cette preview sans parler du dernier match de Top 14 qui les opposait, mais sur le stade de Marcel de Flandre. C'était un match serré. Mais aujourd'hui, toi, tu vois, La Rochelle aller le prendre au Stade Français, c'est intéressant. Sur les deux rencontres qu'il y a eu, c'était en Top 14, les deux équipes ont pris le bonus défensif à l'extérieur. Donc, ça a été deux matchs serrés qui sont joués à 5 points d'écart. Ce sera la troisième, de toute façon. Donc, c'est probable. Oui. Ce sera serré, mais ce sera par contre... Enfin, c'est un match que moi que j'ai envie de voir personnellement. Mais les deux, franchement, les barrages. On a tous envie de les voir. Là, on rentre dans le money time. Là, c'est des matchs intéressants quand même. Ouais, non, mais les barrages cette année, moi je les trouve limite plus intéressants que les années précédentes. Franchement, il y a deux équipes en forme. Là, le 5 et 6 qui se déplacent à l'extérieur sont des équipes qui finissent très fort la saison. C'est pas des équipes qui sont en perte de vitesse. Donc c'est pour ça que du coup, on est très indécis sur le choix des vainqueurs, parce que nous on annonce au Stade Français, mais ça me choquerait pas que je me trompe, quoi. Mais surtout que les années précédentes, il y avait quand même un gap de niveau entre la 3e et la 6e place, par exemple, là où cette année en Top 14, même jusqu'à la 8e place, ça se tenait c'était des équipes compétitives qui pouvaient se gagner les unes les autres. Donc, Aujourd'hui, les équipes se cassent les dents à rentrer dans les 6, et on sait pourquoi. On bascule tout doucement sur la suite. On passe à la suite. La suite, c'est la deuxième preview de ce deuxième barrage. Le Racing 92 qui va se déplacer sur le terrain de la section paloise au Hameau. Et là aussi, opposition de style comme sur le premier barrage. Deux équipes qui ne se ressemblent pas du tout. Racing 6e qui finit fort la saison. Pau 6e, pardon. 5e qui finit fort la saison, et Pau 4e de ce top 14 après avoir trusté la deuxième place pendant longtemps. Qu'est-ce qu'on en pense de ce match? Quels sont déjà un petit peu, si on doit décrire cette équipe de Pau, les forces, les faiblesses, mon K.O., toi qui... Là je trouve que c'est encore plus une opposition de style que le match précédent, parce que là c'est vraiment deux équipes différentes dans le profil et dans le jeu. Pau qui est le gros point fort, on le sait, on l'a vu depuis quelques semaines déjà, c'est vraiment sur tout ce qui est jeu aérien. Ils gagnent énormément de balles de terrain sur des jeux au pied haut et des ballons à la récupération avec leurs ailiers. Grandidier qui est phénoménal dans l'exercice, Arfeuille aussi, qui franchement, j'ai rarement vu des joueurs aussi à l'aise. Qui sont pressentis pour démarrer le match, avec la blessure de Maddox notamment. Qui sont aussi dominants sur le jeu aérien, donc ça c'est la grosse force. Et deuxième force, c'est la touche, secteur de la touche aussi, qui est Pau le meilleur alignement en touche avec 84% de possession de balle, et la première équipe en termes de ballon porté aussi. C'est-à-dire une équipe qui, sur ballon porté, gagne énormément de pénalité. D'accord, ok. L'équipe qui fait le plus de ballon porté. Le ballon porté qui fait le plus de ballon porté et qui est plus dominant sur ballon porté. Donc, Pau, c'est une équipe qui arrive à... Tu vois, dans cette zone un peu... c'est pas une zone morte, mais c'est une zone un petit peu de création, cette zone 40-40, où des fois il y a des équipes qui ont du mal à transitionner de cette zone vers des zones de marque en gagnant des pénalités ou bonifiant des ballons au pied. Eux, c'est typiquement leur qualité. C'est aller chercher des pénalités sur groupe pénétrant, donc j'avance dans le terrain et j'ai des possessions hautes, ou des ballons aériens avec la qualité... franchement, c'est... Tu vois, par exemple, si on parle de Grandidier, c'est clairement pas moi un ailier qui me fait lever de ma chaise,
Par contre, dans ce secteur-là, c'est quand même assez impressionnant. C'est une force qui est énorme. Et du coup, en fait, ils traînent pas dans ces zones qui génèrent pas de points. Ils y passent, puis après ils passent vite en zone de marque, et quand ils arrivent en zone de marque, dans on va dire ce 30 mètres en but, c'est une équipe clinique, ça fait aussi partie de ses forces. Mais tu vois, on parle des duels aériens et tout, alors oui ils sont très forts, mais la qualité aussi des jeux au pied qui est aussi hyper propre, hyper précis, parce que y a très peu de ballons trop longs. Tu l'entends le neuf qui parle là. Mais non, mais c'est vrai. Parlez pas comme des aînés, parce que les neufs ils font aussi des bonnes bugs. Non, mais Dobagna qui est hyper précis, franchement, sur son jeu au pied. Alors, il a peut-être pas le plus haut, le plus long, mais franchement, c'est tout le temps à 25 mètres et il y a tout le temps un duel derrière. Quoi. C'est très métrique. Ouais. Il est toujours précis dans les zones qu'il va chercher. Mais des fois, même, il va chercher volontairement moins de longueur, moins de hauteur, mais parce qu'ils savent très bien qu'ils n'ont pas besoin de gagner du territoire par la longueur du pied, parce qu'ils vont le gagner en l'air sur le duel. Quoi. Et ça c'est une vraie force. Et Pau, par contre, Pau, dans son jeune projet, c'est la première année depuis... très longtemps où ils accèdent aux phases finales dans un rôle aussi. Depuis qu'ils sont remontés en top 14, je trouve. Et par contre, ça peut pêcher un peu, quoi. Ouais, c'est le point un peu négatif, c'est que la plupart des joueurs vont découvrir les phases finales. Et donc, surprise. On a eu un petit peu un avant-goût de on va dire, de leur mentalité, de leur psychologie dans ce match aussi où ils ont reçu Clermont à domicile, qui était un match qui comptait presque un peu comme un huitième de finale pour Clermont, et ils ont eu du mal à sécuriser la victoire. Ils ont balbutié un peu, ils ont une dernière possession à la fin où tu sens peut-être une équipe qui doit encore grandir mentalement. Je pense que par rapport à tout ce que le staff fait, à mon avis, ils sont préparés à tous les scénarios. Il y avait même une déclaration assez intéressante de Piccheroni qui relevait le fait que Simons, pour aller chercher un bonus, avait refusé de taper une pénalité, mais que l'arbitre n'avait pas compris la demande. Donc à mon avis, c'est une équipe qui bosse vraiment bien en sous-marin. Par contre, il y a la transposition entre comment tu le bosses et comment tu le retranscris sur le terrain. Et là, ils vont découvrir un niveau qui est tout nouveau pour eux. Et ça, c'est au final, de cette équipe qui a très peu de points faibles, c'est peut-être un petit peu le point d'interrogation. C'est clair. Après, même s'ils ont tremblé un peu plusieurs fois à domicile sur tous les fins de match, ils ont quand même toujours tenu bon et ils sont restés invaincus à domicile. Ce qui se fait rare en top 14. C'est la seule équipe. Cette saison, c'est la seule équipe. Donc, dernière équipe invaincue. Gros point fort là pour ce match. Cette réception. La section, dans tous ces barragistes, par rapport à leur saison, ce serait vraiment une contre-performance de ne pas passer ces barrages. Ils auraient pu être demi-finalistes directs. Ils ont été super solides. Première partie de saison, ils sont même premiers de top 14. Ce serait dommage qu'ils passent pas le cap des barrages, mais ce serait que partie remise parce que le projet, tu sens qu'il prend racine vraiment loin et qu'il est vraiment solide, quoi. Par contre, ils sont opposés à une équipe qui finit très fort la saison et qui est allée se la chercher. Ils sont allés se la chercher, cette qualification, parce que vraiment, à 5 journées de la fin, on n'aurait peut-être pas mis le Racing dans les barragistes, surtout après cette défaite à domicile contre La Rochelle, mais ils y sont parvenus. Et Max, tu vas nous en parler un peu. Pourquoi ils sont parvenus cette équipe de Racing, je pense qu'on la connaît tous. Elle est hyper physique. C'est une équipe hyper brutale qui s'appuie sur des collisions puissante, forte, je sais pas comment on pourrait décrire ça, mais je pense qu'on peut pas le décrire avant de le vivre, parce que moi j'espère pas le vivre, moi personnellement. Non, moi tu me donnes une grosse somme d'argent, je me fous pas en face de Tuisova, tu vois. Parce que derrière il y a pas que Tuisova, il y a 3 bestiaux là derrière, Tuisova, Bozy et Neitouvi qui risquent d'être titulaires à l'aile. Donc elle s'appuie vraiment sur ces joueurs là, avec des qualités physiques hors du commun. Bien sûr. Des Fidjiens, quoi. Des gens pas comme nous. Mais par contre, ce jeu un peu brutal, un peu physique, il donne beaucoup de pénalités à l'équipe adverse parce que des fois ils sont dans le surplus d'énergie. C'est clairement leur point faible. C'est une équipe qui est indisciplinée, qui a pris 25 cartons jaunes sur la saison, donc on est presque à 1 par match et on sait que jouer à 14 sur un match de barrage, ça peut aller très très vite, quoi. Ouais, et puis dans des matchs un peu coup près comme les matchs de barrage. Un carton jaune qui arrive au mauvais moment, plus une pénalité, plus potentiellement une possession chez toi, c'est rentrer dans un momentum un peu négatif et peut-être perdre le match sur un caractère d'indiscipline. Et c'est là où leurs joueurs qui
qui leur apportent énormément. On a parlé de Tuisova, Bozy qui au centre du terrain finissent très très fort la saison, peuvent aussi être une épine dans le pied à dire parfois passer sur de l'indiscipline qui coûte cher et qui coûte des points à leur équipe quoi. Et ça là on est vraiment sur une opposition de style. Il y a une équipe qui règne dans le domaine aérien, sur la touche, sur le duel aérien, et une équipe par contre si ça reste au sol et que ça rentre plus dans une guerre tranchée de collision, c'est peut-être là où le Racing peut emmerder. D'autant plus que ça va jouer à Pau sur terrain en herbe, et peut-être que sur terrain en herbe, une équipe un peu plus lourde est plus avantagée que sur un terrain par exemple. Tu vois, moi je trouve qu'il y en a beaucoup qui disent que le Racing, le terrain synthétique l'aurait pas forcément. Les avantages pas forcément. Moi je trouve qu'au contraire, c'est quelque chose qui met en lumière leur qualité, parce que plus tu es sur une surface dure comme un synthétique, plus tes profils véloces, les collisions ça va plus vite, ça tape plus fort. Un Tuisova sur l'herbe, déjà j'ai pas envie de le prendre. Un Tuisova sur un synthétique, là vraiment, non merci. Ouais, mais je pense que défensivement, du coup, le jeu adverse ça va un peu moins vite. Ça, je suis d'accord. Ça les arrange aussi. Oui. Ils auront plus de facilité défensive à évoluer sur un terrain en herbe. Sur le rapport défensif, je suis d'accord. Offensivement, c'est pas forcément. Mais ça, c'est un peu pareil pour toutes les équipes, je pense. Offensivement, jouer offensivement sur un terrain synthétique, pour moi, c'est favorisant. Par contre, défendre sur un synthétique, pour moi, c'est un peu plus dur, parce que justement, ça va plus vite, il y a plus d'espace. Mais du coup, le Racing, ils se sont habitués toute l'année à défendre sur un terrain synthétique. Là, sur un match coup près de barrage, défendre sur un terrain en herbe, peut-être qu'ils auront plus de facilité sur ce domaine du jeu où ils sont un petit peu moins forts cette année. Et du coup, ça peut un petit peu les avantager. Autre point. Mais c'est vrai qu'à l'Arena, ça a été compliqué quand même chez eux à domicile tout au long de l'année, avec quelques défaites. Souvent fait des gros scores. Ouais, mais il y a toujours des gros scores à l'Arena. Des gros scores, mais ils en ont pris aussi. Mais c'est dur de défendre, le ballon va vite, il y a des espaces. Dès que tu as un duel 1v1 à gérer, le mec il peut vraiment bien te travailler. Donc ça c'est dur. Par contre, la chose qu'on n'a pas aussi parlé quand on a parlé du Racing, c'est que c'est l'équipe cette saison qui utilise le plus le pied en top 14, que ce soit sur les sorties camp, sur des jeux au pied d'occupation. Ça c'est un truc sur lequel ils vont peut-être avoir plus de mal à s'appuyer, parce que on va vraiment vers le point fort de Pau, c'est que dès que ça se passe en l'air, ils aiment bien quoi. Donc, après ils pourront utiliser des jeux au pied long, mais c'est vrai que je pense que les jeux au pied haut, je pense qu'on n'en verra pas beaucoup du côté du Racing. Mais pourtant, on va peut-être en parler après dans les joueurs à suivre, mais Carbonneau, ça commence à... En début d'année, il avait beaucoup d'inconstance un petit peu dans ses jeux au pied d'occupation, il était très imprécis. Graduellement, il est monté en compétence. Par contre, là, est-ce que c'est quelque chose qu'ils vont réussir à utiliser dans ce match pour gagner du terrain facilement ? Pas sûr. Pas sûr non plus, Pas sûr non plus. Ils vont devoir plus avoir une construction à la main, dans cette zone 40-40, accepter de faire beaucoup de temps de jeu. Et cette équipe lourde qui fait beaucoup de temps de jeu, peut-être que sur une fin de match, elle va avoir un peu plus de mal. Il y a aussi la solution des jeux au pied un peu plus longs quand même, qui est toujours... bien sûr. Qui peut être utilisée. Oui, mais tu rends le ballon. Tu rends le ballon, on est d'accord. L'objectif là, en ce moment du rugby, c'est quand même de trouver le moyen d'avoir des lancements dans le camp adverse. Jouer au pied long, aujourd'hui... Après, ils arrivent aussi sur du jeu au pied long à trouver des zones libres et des touches des 50-22, beaucoup. Je trouve avec Carbonneau, Gilbert. Spring quand il est positionné à l'arrière, mais aussi, a priori il est pressenti pour redémarrer à l'aile là. Je trouve ça dommage un petit peu. Mais... Et le manque de Maddox aussi qui est blessé. Qui du coup quand même sur les jeux au pied long peut-être il est sûr dans le pied après, par rapport à Tissogbe qui a quand même un peu moins de pied, alors bon ça reste mais il a un profil plus relanceur. C'est plus un ailier qui a la polyvalence de l'arrière plutôt qu'un arrière pur. Moi je pense qu'ils peuvent leur poser des problèmes sur le jeu au pied long quand même à cette équipe malgré tout. Tu penses qu'ils vont pouvoir aller chercher un petit peu des possessions hautes par ce jeu au pied? Des bons jeux au pied qui les enferment et là où Pau va être obligé de sortir les ballons quoi. Mais ça rejoint ton avis, parce que pour toi un des joueurs à suivre de ce Racing sur cette fin de saison, mon Max, il avait envie d'en parler, c'est Antoine Gibert. Antoine Gibert, moi un des joueurs que je trouvais le plus sous côté du top 14, qui s'est jamais réellement, qui a jamais réussi à s'installer en tout cas. Là on l'a vu cette année avec Hugo Sun. Tu vas nous en faire une par émission. Non, c'est pour ça que je demande maintenant. C'était quoi Demba Bamba Bamba Bamba. Il avait mis des B partout alors qu'il y avait des D, tu sais. Non,
Akiladze aussi, on peut en faire, on fera une compile de ça, hein, parce que vraiment, une par émission. Non, mais Sun qui a été installé... Sun, c'est bon, c'est ce que j'ai dit, là. Ok, ouais, c'est bon. Qui a été installé très vite et très tôt, je trouve qu'il a beaucoup joué... Ouais, il y avait un projet qui était construit autour de lui. Sur le recrutement Carbonneau Sun, ils avaient envie de l'installer comme la charnière du Racing, sauf que on met pas les vieux au placard comme ça. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est toujours tous les ans la même histoire avec Gibert. C'est une recrue qui arrive, il est un peu mis au placard et au final on se rend compte que il est toujours là et que. Il est toujours sûr. C'est le joueur sûr par excellence. C'est lui qui reprend à chaque fois sa place. Il anime hyper bien, franchement. Ouais. Que ce soit au pied, alors il aime bien les passes au pied. Mais c'est pareil à la main, c'est très propre. T'as raison, c'est un joueur sous-coté, hein, mais puis il paye peut-être un petit peu le truc que c'est un joueur très sûr, très cadré, très un peu. Il avait aussi la polyvalence 9-10 en début de saison qui était un peu utilisée sur le banc. Il le mettait sur le banc dans des bancs 6-2, ouais. Donc non, plein de petits trucs qui font que voilà, il a pas trop enchaîné au début, mais là il sort des grosses prestas. Et puis forcément un numéro 10 en phase finale, le match passe souvent par ces joueurs-là, quoi. Puis depuis qu'il est repositionné en 10, le Racing gagne. Gagne, et puis lui il est plutôt sûr aussi dans l'exercice du but. Donc c'est vrai. C'est un joueur à suivre. D'autres joueurs à suivre côté du Racing, c'est la paire de centres. Alors après, à voir qui va démarrer entre Tuisova Abosi, Gaël Ficou et Joe Manu, mais de pressentiment, ce serait plutôt un Tuisova Abosi. Ouais. Excusez du peu, ils ont quand même réussi à mettre sur le banc Gaël Ficou et ses 98 sélections. Si c'est ces deux-là qui démarrent, attention, ça va faire des étincelles au centre. Ça va être un gros duel au centre, parce qu'en face, il y a quand même Bourboirie et Gaëton qui sont deux gros défenseurs. En forme, C'est clairement le match dans le match. C'est clairement le match dans le match. Vraiment, dans des profils vraiment différents aussi. Ouais, bien sûr. Ouais, disons, peut-être à peau un peu plus complémentaire, la paire de centres, avec Bourboirie qui est très solide. J'ai hâte de voir le match de Bourboirie. Là, tu vois, sur un match comme ça, de un barragiste et tout, s'il arrive à garder son caractère dominant, l'avenir de l'équipe de France est radieuse, parce que là, c'est clair. C'est un énorme test, mais au centre du terrain, il va y avoir des grosses collisions. Après, il a pas trop de rythme, Bourboirie, en plus, non sur la fin de saison, il a pas trop joué, je crois. Je pense qu'ils l'ont un peu régénéré, tu vois. Il n'y a pas trop eu de communiqué sur savoir s'il était blessé ou quoi. Je pense qu'ils sont aussi dans la construction de leur phase finale. C'est un joueur qui a été beaucoup utilisé. Ils avaient peut-être besoin de faire un petit peu du frais. De toute façon, les profils de joueurs assez jeunes, tu perds pas tellement en rythme. Tu vois, c'est des mecs qui sont quand même un gros physique et une grosse capacité d'entraînement, donc c'est pas rater un match qui les fait courir de travers. Un autre joueur qu'on voulait citer au Racing, c'était Carbonneau. Ouais, Carbonneau, un peu dans le même profil de Gibert. On en a parlé sur notamment l'occupation, les jeux au pied, qui est beaucoup utilisé aussi sur ses jeux au pied, qui a énormément progressé. Je pense qu'au début de saison, il était un peu... Moi, j'étais pas dans le train. Pas dans le train du tout de Léo Carbonneau. Non, ouais, bien sûr, mais... beaucoup le vendaient comme un futur assez proche de l'équipe de France. Je trouvais que c'était vraiment très 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 prématuré. Mais ce serait pas choquant que sous 2-3 ans il aille déjà faire des rassemblements. Mais parce qu'en fin de saison, du monde quand même, mais mais en fin de saison, on a vraiment vu un joueur différent dans début de saison. En début de saison, il avait des erreurs un peu grossières à tous les matchs. On se disait peut-être qu'il est vraiment encore un peu jeune, mais il s'est vite mis au standard du top 14 et là il finit fort. Ces derniers matchs où ils vont chercher à Clermont, masterclass. Là il sort vraiment une performance de haut niveau. Performance de haut niveau. Donc voilà, du 9 au 13. Du 9 au 13. On n'a pas trop parlé des avants, mais les avants, on en parle en parlant de Pau. Parce qu'un des gros joueurs à suivre côté Pau. Ouais, ça va être Auradou. On l'a dit, c'est, au final, si Pau a le meilleur alignement en touche, c'est aussi grâce à lui. Beaucoup qui est très très bon en touche à voir. Et dans le jeu aussi, qui fait beaucoup de travail, qui plaque, qui est dominant maintenant dans le duel, qui monte très fort, qui arrive à couper les actions très souvent, à monter en pointe un peu, à plaquer. Il était dans notre 15 de la saison, et c'est pas pour rien, c'est que c'est devenu une référence au poste de 4 en top 14. Moi j'avais envie, quand on parlait du Racing, de citer aussi Bodon, parce que là va y avoir
Bodon, il va avoir du pain sur la planche parce que Oradou, il est très utilisé, enfin, il est très, il est central dans tous les départs de lancement en touche de peau, par sa capacité à faire en sorte que la touche de peau ce soit la première au top 14, mais aussi dans sa capacité à contrer l'alignement adverse. Donc là, Bodon, il y a aussi match dans le match à gérer bien la conquête du Racing. Disons que si Oradou nous sort encore un match référence sur l'aspect de la conquête, ça va être dur pour le Racing. Ça va être très dur pour le Racing. Il risque de perdre des munitions. Ouais, c'est clair. Bah, de toute façon, si Pau a ses rampes de lancement un peu très propres, qu'ils arrivent à bien lancer leur ligne de 3/4, ça va être quand même difficile pour le Racing de suivre, parce qu'il y a quand même une très belle ligne de 3/4, que ce soit au centre, aux ailes avec des ébulons un peu. Je l'avais préparé celle-là. Non, mais le sûr, il l'avait préparé. C'est sûr et certain. Et donc moi cette équipe de Pau, elle me fait vraiment plaisir à voir. Et vraiment, je trouve qu'ils produisent du beau jeu. Et j'ai hâte de les voir gagner. Des ébulons. Il dit son prono en avant-première. Il m'a lâché des ébulons. Il a lâché son prono là là oui. T'as dit que tu voyais Pau vainqueur? Pour moi, Pau sera vainqueur. Avec un stade du Hameau ouais, ça va être cool. Hein. Franchement, ça va être cool. Hein. Vraiment cool. Moi, je vois aussi Pau vainqueur, mais je le trouve plus déséquilibré que le premier barrage, celui-là. Parce que pour moi, Pau a priori toutes les armes pour bien contrer les forces du Racing. Ouais, puis Pau qui a vaincu quand même à domicile, qui a pu te faire tourner contre Motoman sur la dernière journée. On sait que ça compte sur des saisons longues, là où le Racing, à la fin, a dû justement aller se la chercher, comme on l'a dit. Avec ses gifs. Tu vois le film du match, c'est que le Racing, s'ils veulent espérer, pour moi, prendre le match, il faut qu'ils acceptent d'avoir énormément de possession. C'est-à-dire de garder le ballon à la main, de générer de l'avancée dans tout ce qui se passe au sol, pas trop dans les airs. Ouais. Et est-ce que c'est une équipe qui l'a beaucoup fait cette année ? Non. Parce que c'est une équipe qui a beaucoup utilisé le pied. Et en fait, ils vont devoir aller dans une stratégie de match qui est pas trop proche de ce qu'ils ont fait cette année. Ouais, c'est vrai. Et ça peut être chaud pour eux, du coup, pour aller le prendre, celui-là. Mais on verra, ça se trouve, on peut se tromper. Et le Racing finit en forme, donc des fois je pense que personne les aurait vus coller 40 points à Clermont quand ils se déplacent à Clermont. Ils sont capables de tout, surtout de nous surprendre. Est-ce que les gars vous voulez réagir sur un dernier truc ou est-ce qu'on a fait le tour? Je crois que quand on a cité Zébulon, on a dit Zébulon en fin d'émission, je pense qu'on a vraiment fait le tour de tout ce qu'on pouvait dire. Non, on peut peut-être souhaiter bonne chance à Caveau pour sa Coupe du Monde de demain, là. Je crois qu'il joue le match le plus important de sa carrière. Il joue pas, gros. Il joue pas, il entraîne. Coach, un titre de plus que Pierre en tant qu'entraîneur, on verra. On te le souhaite, Caveau, en tout cas. C'est une coupe en chocolat que tu vas jouer, je te jure. Bon, vous l'aurez compris, vous nous retrouvez la semaine prochaine pour d'autres débats et une autre émission. N'hésitez pas à nous suivre sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer et YouTube principalement, et à laisser votre avis, un commentaire, un like, ça nous fera plaisir et ça nous fera avancer. On se voit vite les gars. Allez, ciao. À la prochaine. Ciao à tous.